plus grands fabricants de faux billets dans le monde ont été l'Allemagne nazie. Salut, bienvenue dans cette vidéo All Thread qui fait partie d'une série que vous pourrez retrouver en playlist sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des faux billets créés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire que je vais vous raconter commence en Allemagne en 1939. Ça fait 2 semaines que la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne et l'Allemagne souhaiterait envahir l'Angleterre. C'est là que Arthur Nebe, le chef du département central d'enquête criminelle, a une idée. Pour comprendre cette idée, il faut savoir qu'à cette époque, la livre sterling, c'était la monnaie de l'économie mondiale. Ça veut dire que concrètement, les échanges qui sont faits entre les pays et les États sont considérés comme étant en livres sterling. Et c'est sur ce point précis qu'Arthur Nebe va vouloir agir. L'idée qu'il va développer ne lui vient pas par hasard, elle s'appuie sur quelque chose qu'a vécu l'Allemagne. Entre 1921 et 1924, l'Allemagne a subi ce qu'on appelle une hyperinflation. Les prix ont été multipliés par plus de 200 fois leur prix d'origine, 230 fois pour certains prix. L'Allemagne est encore traumatisée de ça, et d'ailleurs c'est dans ce contexte que Hitler a réussi à se faire élire. Le 18 septembre 1939, Nebe va dans le bureau de son supérieur, Heydrich, et lui dit qu'il a eu une idée. Il lui propose de faire une contrefaçon des livres sterling, donc la monnaie papier de l'Angleterre, pour une somme de 30 milliards de valeur marchande et de larguer tout cet argent dans l'Angleterre, ce qui va créer une hyperinflation et donc détruire leur économie. Comment fabriquer l'argent, c'est un autre problème qu'on va voir dans quelques minutes, mais comment en tout cas l'introduire en Angleterre? Pour Nebe, c'est très simple, il faut larguer cet argent par avion. Et pour Arthur Nebe, c'est assez simple. Puisqu'il a accès à tous les dossiers de tous les criminels, il suffit juste d'isoler les bonnes personnes qui seraient capables de lancer la production de ces faux billets. Heydrich ne sait pas trop quoi en penser, il va en parler à son propre supérieur, à Goebbels, il va lui expliquer le plan et Goebbels va trouver l'idée grotesque. Mais sur l'idée de l'hyperinflation, Goebbels va trouver ça quand même assez pertinent. Il y a peut-être quelque chose à creuser, donc il va prendre rendez-vous avec le ministre de l'économie de l'époque, du Troisième Reich, qui s'appelle Funk, Walter Funk, et il va lui parler de tout ça. Walter Funk s'y oppose complètement, ça va violer le droit international, ça c'est pas possible pour lui. Et à force de passer de bureau en bureau, de supérieur en supérieur, cette idée va arriver aux oreilles d'Hitler, qui va donner son feu vert pour fabriquer ses faux billets. Heydrich va ouvrir une sorte de cellule, une unité de contrefaçon, et on va appeler ça l'opération Andreas. L'ordre de Heydrich stipulait: il ne s'agit pas d'une contrefaçon au sens habituel du terme, mais de la production autorisée de fac-similés. Les billets doivent être une copie tellement parfaite de l'original que même les experts les plus expérimentés en matière de billets de banque ne puissent pas faire la différence. Alors c'est quoi la différence entre une contrefaçon et un fac-similé d'une manière générale pour tous les documents? Eh bien c'est l'intention du copiste. Une contrefaçon, son but, c'est que c'est destiné à tromper la personne qui va avoir ce document-là dans les mains. Un fac-similé, l'intention c'est d'assumer que c'est une copie, et cette copie existe pour pouvoir étudier par exemple le document qu'on n'a pas accès à l'original. Au début de l'année 1940, l'unité de contrefaçon est créée et installée à Berlin directement dans le centre du département technique du SD. Le major SS qui va superviser cette opération s'appelle Alfred Nojox. Il va nommer une autre personne, Albert Langer, un mathématicien et décrypteur qui va être en charge du contrôle un peu technique de tout ça. Ensemble, ils vont créer une équipe, une team de chimistes, d'imprimeurs, de graphistes. Ils vont les faire travailler dans une imprimerie dont le lieu est en Allemagne et bien sûr tenu secret. Nojox et Langer ont découpé le processus en 3 étapes. Tout d'abord, produire du papier identique aux billets de banque britanniques. Deuxièmement, créer et préparer des plaques d'impression rigoureusement identiques. Et enfin, troisièmement, dupliquer le système de numérotation britannique. Vous savez, ce qu'on appelle le numéro de série qu'il y a sur chaque billet. Il faut qu'il soit cohérent. Ils ne peuvent pas mettre le même à chaque fois, sinon ils vont être grillés rapidement. Leur objectif est de se concentrer sur les billets qu'il y a le plus en circulation, donc les billets de 5 et de 10 livres. Sur la première étape, ils commencent à faire des essais et ils s'aperçoivent que le papier n'est pas vraiment du papier, mais une sorte de tissu qui ne peut être tissé qu'à la main. Ils vont faire des essais, ils vont obtenir un résultat satisfaisant, mais c'est la couleur même du tissu, du papier et la couleur de l'encre qui vont commencer à poser des problèmes. Et ils trouvent une solution pour la couleur qui est assez étonnante, c'est celle de créer le tissu, le salir, puis le nettoyer. Et en le nettoyant, ils obtiennent la couleur d'origine des billets de banque de l'Angleterre. Tout du moins à la lumière du jour. Sous une lumière d'ultraviolet, on voit des grosses différences. Et ces différences, par exemple les couleurs un peu plus ternes, ça ne va pas à Langer, il veut quelque chose de quasiment parfait. Il pense que ça vient de la composition chimique de l'eau qui est utilisée pour fabriquer ce tissu-là, pour le laver, etc. Il va donc s'inspirer de la composition chimique de l'eau britannique pour reproduire cet équilibre-là aussi chimique
Et effectivement, il a raison, maintenant les billets, du moins le tissu, est parfait. Nouveau défi, celui de la deuxième étape, de préparer les plaques d'impression. Ça va être très délicat, surtout pour reproduire Britannia, l'emblème qu'il y a sur les billets britanniques. La figure a de nombreux détails, les traits sont extrêmement fins, ça va être un casse-tête pour réaliser une copie conforme, mais c'est faisable. Pendant que ces deux étapes se réalisent, Langer va travailler avec des experts bancaires pour essayer de comprendre l'algorithme du numéro de série des billets britanniques. Ces algorithmes-là sont tenus secrets, mais l'ordre et l'apparition des chiffres, c'est pas un hasard, c'est pas une numérotation classique. Donc ils vont étudier les numéros de série de ces 20 dernières années pour essayer de percer le secret de l'algorithme. Vous comprenez que pour que leur plan fonctionne, il faut que personne, ou en tout cas le plus tardivement possible, mais idéalement que personne ne comprenne qu'il y a des faux billets en circulation. 7 mois plus tard, les faussaires travaillant pour les nazis réalisent ce qu'on considère être une copie parfaite. Ils vont lancer la production de masse de ces billets. On estime aujourd'hui que c'est 400 000 coupures de billets de 5 et de 10 livres qui ont été fabriqués dans cette imprimerie du Troisième Reich. Nojoc va tenter un coup, il va envoyer quelques-uns de ces billets à une banque suisse pour qu'ils les expertisent, qu'ils les certifient conformes ou non. Les billets reviennent avec une expertise, ils sont conformes, ils sont réels. C'est réussi. En 1940, Nojox va être démis de ses fonctions par Heydrich. Pourquoi? C'est pas très clair, il n'y a pas des documents très clairs à ce sujet, mais la plupart des historiens s'accordent à dire que ce serait une histoire de jalousie. Nojox a finalement rempli une mission qui apparaissait pour tout le monde comme étant impossible, et Heydrich pourrait avoir peur que cette mission impossible réussie par Nojox lui fasse de l'ombre à lui. Il voudrait plutôt tirer la couverture par lui, donc il l'éliminerait du circuit Nojox, ça se tient. L'unité de contrefaçon va continuer sous la direction de Langer, mais évidemment, ça va ralentir du fait du départ de Nojox. Rebondissement en 1942, Heinrich est assassiné. Que faire de ce projet? Il est remis dans les mains de Himmler. Et pour autant, pour le moment, la volonté est un petit peu avortée, puisque la grande majorité des billets produits ne vont pas être utilisés pour le moment. En 1942, Himmler relance l'opération. Cette opération, au départ, je vous le rappelle, elle avait été mise en place pour créer une hyperinflation en Angleterre. Mais Himmler a une nouvelle idée. Les services de sécurité qui sont sous le contrôle d'Himmler ont assez peu de ressources, sont très peu financés finalement. Et Himmler se dit qu'avec ce vrai faux argent, il pourrait financer les opérations de renseignement de ces services-là, des renseignements allemands. Le SS Bernhard Kröger va être nommé pour remplacer le poste qu'avait précédemment Nojox. Kröger est lui-même un ancien faussaire qui avait été enfermé pendant la République, puis recruté par l'Office central de la sécurité du Troisième Reich en 1939. À l'époque de son recrutement, il avait été recruté simplement pour fabriquer des faux documents un peu officiels, par exemple des passeports, des ordres de mission, des choses comme ça, qui étaient faits pour les espions nazis. C'est donc la fin de l'opération Andreas, mais c'est le début de l'opération Bernhard. Kröger va réussir à mettre la main sur les plaques qui avaient été faites pour l'opération Andreas. En fait, il récupère tout le matériel, sauf que là, il ne va pas remettre tout ça dans une imprimerie secrète en ville, il va installer ça dans un camp de concentration. Les faussaires ne vont pas être des employés du Troisième Reich ou des SS, les faussaires vont être directement des prisonniers du camp de concentration. Ou du moins des camps de concentration, puisque Kröger va faire des recherches dans l'ensemble des camps et des prisonniers pour chercher ceux qui ont des compétences en gravure, des compétences en imprimerie, des compétences en dessin. En septembre 1942, c'est 140 prisonniers qui sont recrutés dans le bloc 18 et 19 de ce camp. Personne n'est au courant, tout ça est fait dans le plus grand secret. Et pour ces prisonniers, dites-vous que ça reste une aubaine. Beaucoup d'entre eux viennent d'autres camps, dont le camp de Birkenau, un camp dont on ne ressort pas vivant. En venant au bloc 18 et 19 de ce camp, ils s'assurent déjà de rester en vie et aussi un certain confort. Kröger va les traiter avec politesse. Par exemple, il va utiliser le vouvoiement pour leur parler, alors que jusque-là, on traite plutôt les prisonniers comme du bétail. Il va leur fournir des cigarettes, des journaux, une radio, des rations supplémentaires, il y aura même une table de ping-pong à leur disposition. En janvier 1943, la production de faux billets commence. Il aura fallu 1 an aux prisonniers pour retrouver le niveau de qualité qu'il y avait dans l'opération d'origine. Les 140 prisonniers faisaient des tours, des sessions de travail de 12 heures afin que la production soit toujours en continu. Nouvelles conditions de travail, nouvelles techniques. La technique du vieillissement, par exemple, elle est assez étonnante. Comment ils faisaient pour faire semblant que ces billets ne soient pas neufs? Parce que ça aussi, ça crédibilise le fait d'utiliser après ces billets. Eh bien, ils se passaient les billets entre eux, entre prisonniers, pour accumuler de la saleté, de la sueur, de l'usure générale. Certains devaient froisser un petit peu, d'autres devaient juste corner un coin, d'autres devaient
corner d'une manière spéciale le billet, c'est de la même manière dont les employés de banque rassemblaient les liasses. Certains devaient écrire des choses directement sur les billets, par exemple la somme d'une liasse, parce que les employés de banque font ça également. Et sur certains billets, on mettait même au dos des noms et des adresses anglaises, parce que ça se faisait du côté de Britannia, du côté de l'effigie, d'écrire des choses comme ça à l'époque. Finalement, ça donne 4 niveaux de qualité pour les billets. Le niveau 4, c'était le plus petit niveau de qualité. Les billets étaient tellement mauvais qu'ils étaient détruits. Niveau 3 de qualité, ces billets pouvaient être éventuellement largués en Grande-Bretagne. Alors là, ça pouvait provoquer de l'inflation, pas l'hyperinflation qui avait été imaginée dans le plan de départ, mais pourquoi pas. Niveau 2 de qualité, ces billets pouvaient servir à payer des collaborateurs. Et niveau 1, c'était la qualité la plus élevée, c'était des billets qui étaient destinés à être utilisés dans d'autres pays, les pays neutres, donc qui ne savaient même pas qu'ils étaient en train d'encaisser des faux billets, et aussi potentiellement être utilisés par les espions nazis qui étaient en Angleterre ou ailleurs. En septembre 1943, par exemple, 100 000 livres qui ont été produits de cette manière-là dans les camps vont être utilisés pour localiser une personne. La prison secrète où est retenu Mussolini, qui était donc un chef déchu, mais un allié de Hitler. Et c'est grâce à cet argent que Hitler va pouvoir organiser la tentative de libération de ce dictateur. Malgré tout, la fausse monnaie qui circule ne va pas échapper au regard avisé de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre va prendre ça très au sérieux et va prendre conscience du volume potentiel de faux billets en circulation ou pouvant être mis en circulation. En avril 1943, la Banque d'Angleterre prend une décision radicale, stopper la production des billets de 10 livres et arrêter leur circulation, aussi bien aux 10 livres qu'aux billets de valeur supérieure. Le projet est donc caduc, mais en 1944, Ernst Kaltenbrunner, dont on a parlé dans la vidéo sur le masseur d'ailleurs de Himmler, va ordonner à l'unité de contrefaçon de fabriquer maintenant des faux billets de dollars américains. Alors seulement, ça fait tout reprendre à zéro, et en plus le graphisme est plus compliqué que les billets britanniques. On change les relations qu'il y avait aux prisonniers à cette époque-là, ils sont menacés de mort parce qu'ils ne vont pas assez vite, et du coup, quelques faux dollars sont quand même fabriqués. Entre fin février et début mars 1945, les Alliés commencent à avancer, donc le projet est complètement stoppé. Début mai, l'opération Bernard est complètement arrêtée, et les prisonniers, le matériel, etc., tout ça s'est déplacé dans un camp en Autriche. Et rapidement, l'ordre est donné d'envoyer les prisonniers dans un camp de concentration voisin dans le but de les exterminer. En définitive, de 1942 à 1945, ce sont 8 millions de billets de banque qui ont été produits. Une valeur totale, ce qu'on appelle la valeur faciale, de 134 millions de livres sterling. La valeur des billets qui ont été effectivement en circulation pendant cette époque avoisine les 15 à 20 millions de livres. Évidemment, il y a eu énormément de blanchiment d'argent qui a été fait au cours de cette époque. Et cet argent, ces faux billets, auront également servi à beaucoup de nazis pour prendre la fuite en Argentine, par exemple, ou en tout cas pour créer leur nouvelle vie après la défaite de l'Allemagne. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que durant les 20 années qui vont suivre, l'Angleterre va émettre un nouveau billet de 5 livres qui va remplacer l'ancien, puis enfin à terme remettre en circulation les billets de 10 livres, 20 livres et 50 livres. En voyant la qualité de ces billets, certains responsables de banque ont dit que c'était les billets les plus dangereux qu'ils n'avaient jamais vus. C'était plus que du fac-similé, c'était plus que de la copie, c'était comme les billets d'origine. Et vous vous posez peut-être la question de où se trouvent tous les autres billets. Et évidemment, tout le monde s'est posé cette question. Il y a eu des recherches, par exemple en Autriche. En 1958, une expédition a permis de localiser plusieurs caisses de ces faux billets. On a retrouvé ça. On a aussi retrouvé un livre qui traite du procédé de numérotation. Vous savez, l'algorithme des numéros de série. En 1963, ensuite, il y a un plongeur qui est mort dans ce lac. Et ce plongeur n'était pas seul. Il était accompagné de 2 personnes. Et parmi ces 2 personnes se trouvait un ancien agent secret nazi et une autre personne qui avait des liens avec ces affaires de faux billets. Donc de là, l'Autriche a décidé de refaire des fouilles et au bout d'un mois de fouilles, ils ont retrouvé d'autres caisses de billets. Donc ça veut dire que ces personnes savaient exactement ce qu'elles venaient chercher parce qu'encore une fois, peut-être qu'on peut sûrement faire encore des choses avec cet argent. C'est possible, j'imagine. On a plusieurs fois parlé sur cette chaîne des histoires de petits faussaires qui essayaient de se faire de l'argent en fabriquant des faux billets. Mais je crois vraiment que l'histoire des faux billets de l'Allemagne nazie, tous ces millions qu'ils ont créés de livres sterling pour essayer de créer à la base une hyperinflation, c'est la plus grande des histoires de faux billets d'un point de vue mondial. S'ils avaient réussi leur coup, si vraiment ils avaient pu balancer 100 millions comme ça de livres sterling ou des milliards comme ils le voulaient au départ de livres sterling dans l'Angleterre, ça aurait pu changer toute la guerre qu'on a vécue et l'issue de cette guerre-là. On a beaucoup de chance que les personnes et les circonstances
n'est pas favoriser la réussite de ce projet-là. Il y a plusieurs manières de gagner une guerre et l'effondrement économique des opposants ou des alliés des opposants avec qui nous sommes en guerre est vraiment redoutable. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos, à regarder la playlist des All Threads. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.